Merci beaucoup, Président. Je passe tout de suite la parole à M. Cohen, si vous voulez commencer, puis ensuite à Mme Leverato pour 5 à 10 minutes pour l'introduction. Je vais bien commencer. Micro aussi. Alors, c'est bon? Ah bon, c'est bien. Alors, le rapport Draghi, c'est essentiellement trois choses, et trois choses particulièrement claires. C'est d'abord un diagnostic très documenté sur l'état de l'Europe, notamment par rapport à ses grands concurrents états-uniens et chinois. Et c'est un diagnostic particulièrement saisissant parce qu'il montre en gros que l'Europe n'a cessé de rattraper les États-Unis tant en termes de PIB par habitant qu'en termes de productivité et de croissance pendant pratiquement 30 ans, et qu'au cours des 10 dernières années, l'Europe a décroché et décroché massivement. Et le diagnostic de Mario Draghi est très simple. Il dit ce décrochage européen qui est source de perte de prospérité pour l'Europe et d'appauvrissement relatif des Européens par rapport aux Américains est dû à un fossé qui s'est creusé en matière de gains de productivité. Et ce fossé en matière de gains de productivité s'explique essentiellement par les déficits en matière d'innovation et donc en matière de recherche et donc par l'affaiblissement de l'effort de recherche européen. Donc le diagnostic est clair. Nous sommes en perte de croissance, en perte de prospérité et nous sommes en déficit d'innovation et d'investissement dans la recherche et développement. Ça, c'est le document, c'est le diagnostic et il est fabuleusement illustré. Il y a des tas de données sur la croissance, sur la productivité, etc. Il y a même des données intéressantes. Par exemple, il dit quelles étaient les grandes entreprises européennes il y a 30 ans? Les mêmes qu'aujourd'hui. Quelles étaient les grandes entreprises dominantes aux États-Unis il y a 30 ans? Aucune aujourd'hui. Et donc il dit, ça résume parfaitement le basculement formidable qu'ont su réaliser les Américains d'une économie, disons, basée sur l'automobile, la chimie et la mécanique, ce qui est resté l'Europe, à une économie du numérique avec les GAFAM et le succès de ces grandes entreprises de technologie, les 7 merveilleuses, etc. Et bien, il dit en Europe, rien de tout ça ne s'est passé. Ce qui est un diagnostic d'une sévérité extrême. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui vous fera très plaisir, c'est une critique de l'idéologie communautaire qui m'a, moi, personnellement, assez surprise. Je détaillerai tout à l'heure. Mais en gros, il dit le modèle sur lequel on a vécu, c'est que plus on ouvre, plus la concurrence se développe, plus les entreprises s'adaptent, plus elles gagnent en part de marché, plus elles dégagent des marges, plus elles investissent dans la recherche et plus elles investissent dans l'innovation. Il dit, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a quelque chose qui a cloché. Alors, ce qui a beaucoup cloché pour lui, c'est le fait qu'on n'a pas véritablement réalisé l'intégration à 27, qu'on a continué à essayer d'additionner des politiques nationales avec un centre assez faible. Enfin, quand même, il dit, ce modèle spontané de la spécialisation économique et d'une spécialisation économique vertueuse avec une montée en gamme n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, quand il passe aux propositions, il dit il faut changer d'air. Et changer d'air, là, il prononce toute une série de mots obscènes. La politique industrielle, les champions nationaux, enfin, les champions européens, tout ce qui était absolument tabou, banni, etc., retrouve une certaine grâce. Alors, bien entendu, pour les Français qui se sont battus là-dessus pendant des décennies et qui se faisaient traiter de protectionnistes, de nationalistes, etc., c'est une musique agréable à entendre. Donc ça, c'est le deuxième élément, donc la critique de l'idéologie communautaire. Et puis le troisième point de son rapport, c'est quand même un catalogue pour l'action. Et il dit, en gros, si on veut répondre à ces défis que j'ai mentionnés, eh bien, il va falloir vraiment changer d'air, c'est-à-dire changer fondamentalement de logiciel. Et il va même jusqu'à dire que les institutions européennes, telles qu'elles fonctionnent actuellement, ne sont pas capables de répondre aux défis. Il avance des choses tout à fait obscènes. J'ai parlé tout à l'heure de la politique industrielle. Il parle aussi de fédéralisme budgétaire. Il parle de cette dette de 600 milliards. Il parle de la communautarisation de certaines politiques et de vrais transferts de compétences au centre. Voilà un peu la structure générale. Et je vais essayer maintenant d'entrer davantage dans le détail. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Premier point, c'est
le diagnostic documenté. Alors, ça, c'est très intéressant parce que, au fond, il nous explique qu'il n'y a pas de miracle. Les politiques menées au niveau communautaire étaient trop faibles pour provoquer la rupture nécessaire et pour coller à la dynamique technologique et industrielle. Et au fond, ce qu'il dit, c'est que face au décrochage industriel européen, l'Europe a souvent pratiqué l'exorcisme. Alors c'est fascinant. Il dit, périodiquement, tous les 10 ans, l'Europe constate qu'elle a raté le coche des nouvelles technologies, qu'elle a raté le coche de l'écologie, qu'elle a raté le coche du numérique. Et que conclut l'Europe en général après ces constats? Eh bien, nous allons faire d'une faiblesse une force. C'est parce que nous avons raté le coche que nous allons être les meilleurs. Et du coup, on se donne des objectifs toujours tonitruants, devenir la première puissance mondiale dans le domaine du numérique, parce qu'on a raté l'Internet, on a raté la téléphonie mobile, etc. Devenir la première puissance pour la transition écologique, etc. Et il dit, bien entendu, la politique de l'exorcisme et du volontarisme débridé, c'est pas ça qui peut être la solution. Et pourtant, encore une fois, c'est la réponse qui est chaque fois faite. Alors il dit, bon, ben maintenant, il faut être sérieux. Si on veut s'attaquer au problème, il va falloir un effort massif d'investissement, les 800 milliards d'euros que vous évoquiez. Dans cet effort massif d'investissement, il va falloir que l'État et le privé soient mobilisés. Le privé en particulier, il dénonce cette situation où l'Europe ne cesse de dégager de l'épargne, qu'elle s'acharne ensuite à vouloir placer là où c'est possible, c'est-à-dire essentiellement aux États-Unis et ailleurs, et pas en Europe. D'où la nécessité absolue, dit-il, d'achever la réalisation du marché des capitaux européens et de prendre des mesures incitatives pour que l'investissement puisse se réaliser au niveau européen avec cette épargne. Alors, donc, premier élément, effort massif d'investissement. Deuxième élément, mutualisation des politiques d'investissement avec ce que vous mentionnez tout à l'heure, la création d'une agence européenne de l'investissement. Mais au fond, quand on lit à travers les lignes, Mario Draghi a un modèle en tête. Un modèle qu'il estime fonctionner de manière vertueuse. C'est le modèle américain de l'innovation. Pourquoi? Parce que le modèle américain de l'innovation est fondé sur l'articulation de 3 écosystèmes. Premièrement, un écosystème de la recherche et de l'innovation, basé sur la recherche publique, sur les grandes universités, sur les fondations de recherche, sur tout un système qui est capable de produire de l'innovation et de l'innovation de rupture et qui est dans une interaction entre la recherche publique et la recherche privée, le transfert des résultats de la recherche publique, etc. Ça, c'est le premier écosystème. Mais il dit, il y en a 2 autres. Le deuxième autre, c'est l'écosystème du financement qui comporte des banques, des investisseurs, des fonds de pension, des entreprises de private equity et qui interagissent avec l'écosystème de l'innovation. Donc il ne faut pas simplement faire de la recherche, innover, avoir de la recherche de pointe. Il faut également avoir un écosystème du financement de la recherche, du financement de l'innovation et du financement du transfert des résultats vers l'entreprise. Mais il dit, ça ne suffit pas. Il manque un 3e pôle, c'est l'écosystème de la gouvernance. Et dans l'écosystème de la gouvernance, alors il a un modèle que vous avez tous en tête, c'est le modèle du DARPA américain. Le modèle du DARPA américain, c'est la capacité, à partir du centre d'initiative politique majeure qui est la présidence des États-Unis et du conseiller scientifique du président des États-Unis, de nourrir des programmes de recherche avec des financements publics et de veiller au transfert de ces résultats de la recherche publique vers l'industrie. Et alors, bien entendu, il y a un modèle que tout le monde a en tête, c'est le modèle du vaccin du Covid. Le modèle du vaccin du Covid, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout les grandes entreprises spécialisées dans la pharmacie ou dans les vaccins qui ont été leaders. Pas du tout. Il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé à Sanofi. Non, c'est une série de start-up à la fois aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays qui ont fait le pari de l'ARN messager en particulier et qui ont pu se lancer dans une voie
qui était considéré comme casse-gueule par beaucoup, mais qui a pu être mené à bien. Et pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le président des États-Unis, M. Trump, qui a convoqué son conseiller scientifique, Moncef Slaoui, c'est un Français d'origine marocaine. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un vaccin dans les 3 mois qui viennent? J'en ai besoin avant la prochaine échéance présidentielle. Il faut absolument que je vienne avec un vaccin. Alors, Moncef Slaoui lui a dit, écoutez, moi je peux vous donner la liste de toutes les entreprises partout dans le monde et les institutions de recherche qui sont sur le point d'aboutir, mais ça vous coûtera 12 milliards de dollars. Trump a dit, chic, je paye les 12 milliards de dollars, et on a distribué les 12 milliards de dollars aux entreprises françaises, américaines, allemandes, qui étaient en pointe dans ce domaine-là. Juste une parenthèse, il y avait au même moment une entreprise française qui avait une piste, qui s'appelait Valneva, qui a demandé 40 millions d'euros au ministère des Finances, et la procédure, je crois, est encore en cours, elle n'a jamais abouti. Donc, voilà la différence, 12 milliards de dollars. Et puis, Moncef Slaoui est revenu ensuite rapidement vers le président Trump. Il lui a dit, écoutez, il y a quand même un problème, c'est que même quand on est capable de mettre au point un nouveau vaccin, le temps de bâtir les nouvelles usines, d'avoir les machines, de les transporter, de mettre tout ça en œuvre, ça prend beaucoup de temps et vraiment les entreprises ne sont pas capables de faire ça. Trump a dit, ce n'est pas un problème. On mobilise, s'il le faut, l'armée américaine pour déplacer les matériels, pour les installer et pour lancer les chaînes de production. Donc tout ceci, pourquoi? C'est pour vous montrer d'abord cette imbrication des 3 écosystèmes dont je vous parlais tout à l'heure, et plus encore le fait que les États-Unis, c'est un État fédéral avec des moyens concentrés et avec une capacité de mobiliser une force de frappe considérable. Et donc suivez mon regard, il dit qu'est-ce qu'il faut faire en Europe? Il faut en Europe qu'on apprenne la leçon et qu'on fasse plusieurs choses. Premièrement, achever l'intégration du marché unique. Le marché unique est encore plein de trous, notamment en matière financière, j'évoquais tout à l'heure. Et puis surtout, on a bien souvent 27 pays qui poursuivent des politiques nationales, qui promeuvent leurs champions nationaux. Et puis surtout, on a une règle horrible, le juste retour. Et il faut bannir absolument le juste retour. Lorsque on veut développer une politique de rattrapage qui se situe au-delà du rattrapage parfois à la frontière technologique, qu'on doit promouvoir des recherches de rupture, c'est certainement pas avec la règle du juste retour qu'on peut y arriver. Donc des moyens nouveaux, les 800 milliards d'euros, une mutualisation de la dette, un nouvel organisme d'intervention pour promouvoir la recherche, la fin du juste retour, l'accélération de l'intégration européenne avec le marché unifié des capitaux. Et il dit, sur cette base-là, on pourra passer à la 2e phase de la politique industrielle européenne. Et c'est quoi cette politique industrielle européenne? Il dit, c'est simple. Nous avons multiplié au cours des 10 dernières années les initiatives, y compris en faisant des choix sectoriels. C'est les fameux PIEC, les PIEC. Et il dit, les PIEC, qu'est-ce que c'est? C'est des politiques sectorielles pour lesquelles on a relâché les exigences de concurrence, mais c'est toujours trop peu, trop tard. Et donc, il va falloir prendre au sérieux ces PIEC, les mettre véritablement en œuvre avec des moyens beaucoup plus importants. Et là, juste un détail amusant, ça, c'est pas de Draghi, c'est lors d'une réunion que j'avais eue avec le président de la République. Je lui ai dit, écoutez, j'ai regardé les PIEC et j'ai essayé de comparer les PIEC avec ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Première surprise agréable, nos secteurs prioritaires sont les mêmes qu'aux États-Unis et qu'en Chine. Donc en gros, on n'a rien raté. On est tous dans le numérique, dans le cloud souverain, dans les batteries, dans la mobilité, dans les énergies nouvelles, etc. Il y a vraiment... On est tous sur les mêmes programmes, on privilégie tous les mêmes filières. Deuxièmement, je dis, autre élément intéressant, la Commission européenne a pris rapidement des initiatives pour relâcher les contraintes de concurrence qui existaient jusqu'à présent. Et donc les entreprises qui participent au PIEC peuvent collaborer, peuvent faire des projets communs, peuvent finaliser des projets, peuvent lever des financements communs, etc. Agréable surprise. Alors où est la différence? La différence, c'est que le rapport entre ce que les Européens mettent dans ces PIEC et ce que font les Américains ou les Chinois est souvent de 1 à 10. Et je lui dis,
je dis au président, je me suis amusé à regarder ce qu'on fait parce que les télécoms est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai regardé qu'en Chine, ils avaient décidé de lancer un programme de 6G avec une constellation de satellites entièrement financée par le gouvernement chinois. Et j'ai regardé s'il y avait quelque chose d'équivalent en Europe. La 6G n'existe pas en Europe. On continue à parler du déploiement de la 5G et des mesures à prendre pour favoriser le déploiement de la 5G, ce qui favoriserait, dit-on, éventuellement la transition vers la 6G. Si vous voulez, quand vous constatez ça, vous vous dites, bon, bah, voilà. On a juste envie de dire, just do it. On a les PIEC, on a les programmes, on a les acteurs industriels, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce que sont les priorités, bah, il faut juste le faire. Et c'est là que ça bloque. Alors, ça bloque pourquoi? Eh bien, parce que, je termine là, hein, je sens que vous impatientez, j'en termine par un mot, parce que les institutions européennes sont bâties, en fait, non pas pour faire émerger des spécialisations nouvelles, mais pour favoriser la concurrence. Et donc, tant qu'on n'acceptera pas l'idée que l'objectif des institutions européennes est de favoriser la souveraineté et la prospérité, et donc tant qu'on n'alignera pas les moyens avec ces objectifs, ce qui passe probablement par des efforts à faire en matière de fédéralisme budgétaire, ce qui passe par la constitution de véritables institutions intégrées, eh ben, on passera son temps à commenter et à se dire « on a raté le coche, c'est très bien, à la prochaine révolution, on sera les premiers ». Merci. Merci beaucoup, Madame Lévrato.